Je tiens à dédier ma présentation à toutes les femmes chimistes qui sont d'excellentes chimistes, mais qui, parce que peut-être elles passent beaucoup de temps avec leurs enfants, leurs familles, ont une carrière un peu moins rapide. Donc, je tiens à les saluer toutes. Donc, je vais vous parler un peu de ce que nous faisons depuis une quinzaine d'années à Orléans. Donc, mon équipe s'intéresse à exploiter des propriétés magnétiques essentiellement, mais aussi des propriétés optiques, éventuellement radioactives des complexes métalliques pour des applications en imagerie. Donc aujourd'hui, j'ai choisi quelques exemples illustratifs pour montrer comment nous pouvons utiliser des principes de chimie de coordination pour développer des outils d'imagerie qu'on espère seront utiles pour les biologistes pour étudier des phénomènes biologiques. Donc, plus particulièrement, je vais vous parler des agents qu'on appelle intelligents pour détecter des neurotransmetteurs ou des activités enzymatiques en IRM. Je vais vous parler de quelques applications un peu plus particulières où on utilise des lanthanides pour la theranostique. Et enfin, j'espère que j'aurai encore un peu de temps pour vous parler d'un champ de recherche qui est en pleine expansion, qui vise à remplacer le gadolinium par un métal plus biocompatible qui est le manganèse. Mais tout d'abord, j'aimerais vous rappeler que bien que quand on parle de l'imagerie, on pense avant tout aux techniques d'imagerie clinique, mais l'imagerie, c'est aussi un outil de recherche extrêmement important pour les biologistes. Donc ici, on parle essentiellement de l'imagerie préclinique, ou l'imagerie d'autres petits animaux. C'est aussi un outil important dans l'industrie pharmaceutique. Pourquoi je dis tout ça? Simplement parce que pour un chimiste comme moi, c'est extrêmement important de savoir que notre développement peut arriver à terme, peut être utile sans avoir passé 10 ans ou peut-être plus dans le développement pour arriver à une application clinique qui nécessite évidemment des phases beaucoup plus strictes d'études cliniques. Donc, nous, on s'intéresse beaucoup à l'IRM, qui est une technique qui utilise des propriétés de relaxation des protons de l'eau qui est partout dans notre corps. Et il se trouve qu'à peu près dans 40% des applications cliniques aujourd'hui, on va injecter un agent contraste au patient qui est toujours un complexe de gadolinium. Donc, pour améliorer le contraste en ayant un effet sur ces propriétés de relaxation nucléaire. Donc, il faut que notre agent soit paramagnétique. C'est la première propriété qui est nécessaire pour pouvoir agir sur les propriétés de relaxation. Donc, pour éviter toute toxicité du gadolinium, il sera entouré dans un ligand qui doit former un complexe extrêmement stable, cinétiquement inerte, pour justement ne pas lâcher le gadolinium au cours de son passage dans le corps. Et donc le résultat, c'est vraiment une image très classique, ce que vous voyez ici. Donc l'agent contraste permet de visualiser la tumeur qui était invisible sans injection d'agent. Aujourd'hui, dans la clinique, l'IRM est essentiellement une technique morphologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va voir avec une excellente résolution la structure du corps. Depuis une vingtaine d'années, la grande question en IRM, c'est est-ce qu'on peut amener l'IRM à une imagerie moléculaire? Est-ce qu'on peut visualiser des biomarqueurs? Est-ce qu'on peut visualiser des paramètres physico-chimiques des tissus? Évidemment, la réponse est oui, c'est la raison pour laquelle je suis là.
Pourquoi on veut visualiser toutes ces propriétés importantes? Si vous pensez, par exemple, dans cet exemple où on voit qu'il y a une tumeur, mais pour voir ce que c'est au niveau moléculaire, il faut faire une biopsie. C'est évident que si on pouvait remplacer cette biopsie par une technique d'imagerie moléculaire, ça serait vraiment une étape extraordinaire. Mais aussi parce que les perturbations moléculaires apparaissent bien avant les changements morphologiques. Donc, ça pourrait également permettre un diagnostic précoce, pas simplement la détection d'un changement morphologique qui arrive déjà après un certain temps. Donc, quand on parle de l'imagerie moléculaire, je pense que c'est intéressant de distinguer deux classes. D'abord, ce qu'on appelle des agents ciblés, où simplement on va accrocher une unité de ciblage, une unité de reconnaissance au complexe de gadolinium qui va guider, faire accumuler notre agent spécifiquement sur le site d'intérêt. L'IRM étant une technique relativement peu sensible, cette approche est seulement accessible aux biomarqueurs qui ont une certaine concentration. Typiquement au moins des dizaines de micromolaires. Donc, quand on veut faire ce type d'imagerie, il faut bien choisir sa cible. Il y a quelques exemples ici, par exemple, de l'équipe de Peter Caravan à Harvard qui ont fait des progrès vraiment impressionnants pour la visualisation de la fibrose. Parce qu'ils ont pu repérer des peptides, des protéines qui sont très abondantes et qui sont aussi facilement accessibles pour les agents. Ce qui nous intéresse, nous, beaucoup plus, c'est l'autre classe des agents d'imagerie moléculaire qu'on va appeler agents intelligents. Ça devient possible parce qu'en IRM, il est possible de moduler l'efficacité IRM d'un agent contraste à travers son interaction avec un biomarqueur. Donc, ça veut dire que le signal IRM va simplement apparaître suite à une activation de quelque sorte de notre agent par sa rencontre avec le biomarqueur spécifique. Donc, comme je dis, ce sont des agents intelligents, en anglais on dit smart probes, qui sont donc cette capacité de donner une réponse IRM spécifique à un biomarqueur donné. Donc, pour créer ces agents, tout d'abord, il faut comprendre de quoi leur efficacité dépend. Donc, c'est un paramètre qu'on appelle relaxivité qui détermine leur efficacité IRM. C'est l'augmentation paramagnétique de la relaxation des protons. Donc, relaxation nucléaire des protons en présence de l'agent qu'on appelle relaxivité. En fait, ce paramètre dépend de différents paramètres microscopiques de notre complexe de gadolinium, les plus importants étant le nombre de molécules d'eau directement coordonnées au métal, son échange, parce que c'est cet échange qui va transmettre l'effet paramagnétique du gadolinium vers le bulk. Donc, je vous rappelle que ce qui est visualisé sur les images IRM, en fait, c'est vraiment la relaxation de tous ces protons sur les molécules d'eau qui sont dans l'environnement du complexe de gadolinium. Donc, comme je disais, cette vitesse d'échange est également très importante, ainsi que la dynamique de rotation de l'ensemble du système. Donc, si on veut créer un agent responsif à un biomarqueur donné, il faut que ce biomarqueur interagisse avec notre complexe. Et cette interaction a des conséquences sur l'un de ces paramètres. Et ça va être surtout le nombre de molécules, en tout cas dans mes exemples qui est affecté par une telle interaction. Donc, le premier exemple que je voulais vous montrer aujourd'hui concerne la détection des neurotransmetteurs. C'est un projet qui a démarré il y a une dizaine d'années, peut-être en collaboration avec un institut Max Planck à Tübingen, qui sont essentiellement des biologistes qui cherchent à visualiser la transmission neuronale. Donc, dans la transmission neuronale, il y a une fluctuation de la concentration des neurotransmetteurs. In fine, ce serait
serait vraiment le but ultime de visualiser cette variation de concentration de neurotransmetteurs. Donc, nous avons décidé de créer des agents pour la détection des neurotransmetteurs zwitterioniques pour deux raisons essentielles. D'une part, parce qu'ils ont une concentration millimolaire, et je vous rappelle que l'IRM est une technique peu sensible, donc il faut des concentrations assez élevées pour pouvoir les détecter. D'autre part, nous avons pensé qu'en étant une molécule zwitterionique, on peut peut-être plus facilement créer des récepteurs pour leur détection. Donc, nous avons créé une grande famille de ce type de molécules où le complexe de gadolinium a été lié à une éther-couronne par des linkers de nature chimiquement différente, aussi de longueur différente. Donc, le concept est basé sur le fait qu'en absence de neurotransmetteur, il y a une molécule d'eau qui est coordonnée au gadolinium et en présence du neurotransmetteur, donc à sa coordination, cette molécule d'eau va être remplacée. Donc, on va observer une diminution de l'effet de relaxation. Donc, si nous avons choisi l'éther-couronne, c'est parce que c'est un bon récepteur pour la partie amine du neurotransmetteur, alors que la partie carboxylate peut se coordonner au complexe qui est lui positivement chargé. Donc, on va observer le déplacement de la molécule d'eau coordonnée qui va conduire à une diminution de la rélaxivité. Donc, comme j'ai dit, nous avons varié différentes parties de la molécule pour optimiser le système. En fait, c'est exactement ce qu'on voit. Donc, quand on titre différents neurotransmetteurs de type zwitterionique dans une solution de ce complexe, on observe la diminution de la rélaxivité. On voit bien qu'il y a une certaine sélectivité entre neurotransmetteurs zwitterioniques comme le GABA, donc c'est un acide aminé gamma un peu plus long, qui est moins bien adapté à cette molécule-là, alors que, par exemple, le glutamate, qui est vraiment un neurotransmetteur majeur qu'on souhaite détecter, on voit une très forte diminution. Si on regarde maintenant une molécule qui n'est pas zwitterionique comme l'acétylcholine, on voit pratiquement aucune variation. Donc, cette diminution de rélaxivité, comme j'ai dit, est due au fait que le nombre de molécules d'eau diminue dans le système, comme on peut directement déterminer par des mesures de luminescence sur un complexe d'europium. Donc, comme on voit ici. On peut aussi optimiser le système en choisissant plutôt une éther-couronne triazane, puisque son interaction avec la partie amine va être plus forte. On voit bien que l'affinité du complexe augmente un petit peu. Il faut malgré tout dire que l'hydrogénocarbonate, qui est un compétiteur biologique très important, malheureusement ne peut pas être exclu du jeu. Donc, on n'a pas réussi à arriver à une sélectivité vis-à-vis d'hydrogénocarbonate, mais je vais vous montrer que malgré tout, ces systèmes fonctionnent. Donc, nous avons démontré par des études RMN, mais aussi par DFT, que dans ce système, l'éther-couronne participe aussi à la coordination du glutamate ou d'autres neurotransmetteurs. Donc, je vous dis qu'on n'a pas de sélectivité vis-à-vis du carbonate, mais malgré ce problème, nous avons pu mener des expériences, ce que j'appellerais biologiquement pertinentes, ici sur les tranches de cerveau de souris. Donc, c'est un objet d'étude que les biologistes utilisent beaucoup. C'est ce que vous voyez ici dans un récipient qui contient notre agent en contraste. Et cette expérience consiste à utiliser une stimulation très forte sur cette tranche en injectant du chlorure de potassium.
Donc, à l'arrivée de potassium, des cellules qui sont biologiquement, biochimiquement vivantes encore pendant une bonne demi-heure après la préparation de ces tranches vont libérer des neurotransmetteurs et on va regarder sur les images IRM ce qui se passe. En fait, ce qui se passe, c'est que l'intensité dans certaines parties du cerveau diminue très fortement. C'est plus difficile à voir à l'œil nu sur ces images. En fait, ça diminue surtout dans les parties du cerveau où on s'attend, où les biologistes s'attendent vraiment à une forte libération de neurotransmetteurs. Donc, tout ça est la conséquence de l'interaction de notre agent avec les neurotransmetteurs qui vont remplacer donc la molécule d'eau originalement coordonnée au gadolinium qui conduit à une diminution de sa réactivité et ainsi à une diminution de l'intensité du signal. Et si on utilise une toxine dans cette solution qui empêche l'effet du potassium, on voit aucune diminution de l'intensité, ce qui veut dire que ce que nous avons vu ici, c'est vraiment l'effet de neurotransmetteurs. J'aime bien montrer cet exemple parce que même si notre molécule n'est pas super optimisée, on voit qu'on peut quand même porter à l'aide des biologistes un outil qui peut leur servir à avoir quelque chose qui ne serait pas visualisable autrement. Mon deuxième exemple concerne la détection des activités enzymatiques. C'est un champ qui est extrêmement actif en IRM. La raison principale, c'est que les enzymes étant des catalystes, elles vont travailler dans des cycles catalytiques. Comme ça, elles peuvent transformer une grosse quantité d'agents contrastes pour être détectables, même si les enzymes elles-mêmes ne sont pas présentes en concentration très importante. Donc ici, notre conception d'agent contraste est basée sur le principe du bras auto-immolable. Donc dans cette construction, le substrat qui sera spécifique à l'enzyme détectée est lié à un complexe de lanthanides par un bras auto-immolable. Ça veut dire que tant que ce substrat est présent au bout de la chaîne, la molécule est intacte. Une fois le substrat est clivé par l'activité enzymatique, ça va démarrer une cascade électronique qui va conduire à la destruction de cette partie auto-immolable de la molécule et on va récupérer une autre molécule qui, nous espérons, aura des propriétés de relaxation ou des propriétés d'imagerie différentes. Alors, c'est en principe, en tout cas, c'est une vraie plateforme, cette approche, parce que on peut détecter une très grande variété d'activités enzymatiques. Essentiellement, tout ce qui coupe peut être, en principe, détecté par ce système-là. Alors ici, nous avons voulu aller un peu plus loin. Maintenant, vous savez que le gadolinium est bon pour la détection IRM, mais il se trouve qu'il y a une autre façon de créer aussi des images, cette fois-ci basée sur un principe qui s'appelle Chemical Exchange Saturation Transfer, ou CEST, transfert de saturation par échange chimique, que j'expliquais tout à l'heure, qui utilise aussi des complexes de lanthanides, pas le gadolinium, mais d'autres lanthanides. Et nous avons déjà vu plusieurs fois aujourd'hui que des lanthanides ont aussi des propriétés super intéressantes pour l'optique. Donc, l'idée est d'utiliser un seul chélaton et en fonction du métal qu'on va complexer dans ce chélaton, on pourrait détecter l'activité enzymatique soit en IRM classique en mettant le gadolinium, soit en CEST ou encore en imagerie optique. Donc, quelques mots sur cette nouvelle façon de créer des images en IRM, qui s'appelle CEST, qui est apparue il y a une dizaine d'années, qui est basée sur l'utilisation des agents qui portent des protons en échange lent avec l'eau solvant.
Donc, l'expérience consiste, donc échange long, ça veut dire que dans le spectre RMN, on peut distinguer le signal de ces protons et le signal de la molécule d'eau. Donc, l'expérience va consister à exciter spécifiquement, sélectivement ce signal, donc le signal de notre agent, et le résultat de cette saturation sélective, d'une part, c'est la disparition de ce signal-là, mais comme il y a un échange entre les deux sites, le signal de la molécule d'eau va également fortement diminuer. Et en fait, c'est cette diminution-là qu'on peut ensuite visualiser sur les images IRM. Donc, juste pour très simplement expliquer le phénomène, ici, donc, une molécule diamagnétique qui est l'acide barbiturique, qui a un site amine qui porte un proton en échange long avec la molécule d'eau. Donc, si on plotte la diminution donc, du signal de l'eau en fonction de la fréquence de la saturation du système, quand on sature sur ce signal-là, on va détecter ce qu'on appelle un effet CEST dû à l'échange entre le site de ce site et le bac en tout. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet CEST. Évidemment, utiliser des systèmes paramagnétiques qui conduisent à un shift très important, extrêmement intéressant, parce que ça va permettre d'exciter beaucoup plus facilement, sélectivement, ce site, alors que dans des systèmes diamagnétiques, ce proton est simplement tout proche de l'eau, donc ça va être plus difficile de l'exciter sélectivement. Donc, par ce biais, on peut également créer, évidemment, des agents intelligents. Alors, pourquoi on s'intéresse autant à cette technique-là? Pour moi, il y a une raison principale à ça en IRM, c'est le fait que c'est une technique qui porte un encodage fréquentiel. Si vous pensez à l'effet de relaxation du gadolinium, il faut imaginer qu'on injecte un produit, on a un signal, on injecte un deuxième produit. L'effet des deux agents vont simplement s'accumuler, on ne peut jamais les distinguer. Alors qu'ici, tant que deux complexes ou deux agents ont des fréquences de résonance différentes, il sera possible de les distinguer sur une image IRM. Là, c'est une image optique qu'on a tous l'habitude de voir où on voit des couleurs différentes. Et en fait, cette technique de CEST en IRM ouvre vraiment la porte à une telle imagerie par couleur, encore une fois, où on peut distinguer des agents différents. Donc, maintenant, si je reviens à notre agent multimodal pour la détection enzymatique, qu'est-ce qu'il faut pour créer un ligand qui sera capable de supporter toutes ces techniques au sein de la même molécule? Donc, il nous faudra une molécule d'eau coordonnée au gadolinium pour une détection classique T1. Comme nous avons vu, il faudra des protons en échange long sur le ligand pour faire une détection CEST. Et enfin, pour pouvoir détecter la luminescence des lanthanides, il nous faudra une antenne, un chromophore qui sera également intégré à la molécule. Donc, voici un exemple que nous avons développé en collaboration avec Philippe Durand à l'ICSN. Donc ici, c'est la pyridine qui va servir comme antenne pour sensibiliser la luminescence des lanthanides. Donc, vous voyez ici l'agent responsif, la molécule qu'on récupère après l'auto-immolation suite au clivage enzymatique du sucre pour la détection. Donc, cette molécule a été créée pour la détection de la bêta-galactosidase. Si vous voyez les deux réactivités, elles sont extrêmement différentes dû au fait qu'ici, il n'y a pas de molécule d'eau, alors que là, il y a une molécule d'eau. Donc, c'est un agent responsif T1. On peut très bien visualiser cette différence aussi sur les images IRM sur les photons.
Alors maintenant, si je regarde les propriétés paracestes, donc en fait, presque tous les lanthanides sont intéressants de ce point de vue parce que, à part du gadolinium, ils sont paramagnétiques. Enfin, le gadolinium est aussi paramagnétique, mais les autres, ils produisent un shift extrêmement important. Et donc, si on les teste tous un par un, on voit que pour certains, il y a un effet CEST après, pour d'autres, il y a un effet CEST avant l'activation enzymatique, mais en tout cas, donc encore une fois, on peut détecter ça aussi sur les images fantômes, comme vous voyez ici, pour le complexe d'Ytterbium. Mais en tout cas, si on prend les 10 lanthanides que nous avons testés, en fait, pour chacun, il y a un effet CEST, soit avant, soit après activation enzymatique. C'est extrêmement important parce que, en principe, nous ne sommes pas encore là, mais en principe, ça peut permettre de détecter 10 enzymes avec des couleurs différentes sur une image IRM de façon simultanée. Encore une fois, je vous rappelle, toutes les possibilités couvrent l'imagerie optique qu'on souhaiterait aussi réaliser, évidemment, en imagerie IRM. Alors, en CEST, on peut suivre la cinétique de la coupure par l'enzyme bêta-galactosidase. Et on peut visualiser cette coupure également sur les bactéries qui surexpriment ici l'enzyme bêta-gal en contraste avec des bactéries qui n'expriment pas du tout cette enzyme. Donc, voilà encore une démonstration de l'utilisation d'un agent qui n'est peut-être pas encore forcément au point, parce que pour l'instant, on ne s'est pas encore occupé de toute la partie in vivo, qui serait évidemment extrêmement intéressante pour l'imagerie préclinique. Mais en tout cas, on peut déjà porter une preuve de concept sur des études in vitro. Et maintenant, si on s'intéresse à la détection optique, donc pareil, nous avons regardé tous les lanthanides qui sont luminescents, soit dans le proche infrarouge, soit dans le visible. Et en fait, ils ont tous une réponse à cette différence dans la structure moléculaire. L'émission augmente d'une vingtaine, d'un facteur de 20 pour le terbium qui émet dans le visible, ou par un facteur de 6 pour l'Ytterbium qui lui émet dans le proche infrarouge, qui est évidemment extrêmement intéressant pour des applications biologiques. Donc c'est vraiment une plateforme que nous pensons vraiment très intéressante pour la détection simultanée de plusieurs enzymes s'il s'agit du CEST, et surtout d'une détection multimodale de l'activité enzymatique en utilisant essentiellement la même molécule, mais des lanthanides différents. Dans la deuxième partie de ma conférence, j'aimerais vous parler un petit peu de quelques applications très spécifiques, toujours en restant sur les propriétés optiques des lanthanides, ici dans le domaine plutôt theranostique, et surtout en ce qui concerne l'utilisation des nanoparticules. Alors, c'est pas notre objectif n'est pas de développer des nanoparticules qui sont plus performantes que ce qui existe. Notre objectif, c'est plus utiliser des propriétés particulières des lanthanides pour répondre à certaines questions qui sont pour l'instant sans réponse dans ce domaine de biomédecine. Donc, les deux questions que j'aimerais aborder concernent la détection de l'intégrité des particules. C'est vraiment extrêmement important pour visualiser la libération des nanomédicaments du principe actif des liposomes. Donc, ce matin, on a entendu beaucoup de l'importance des nanomédicaments, mais il se trouve qu'aujourd'hui, il reste encore très difficile de savoir, une fois injecté dans le corps, à quel moment, par exemple, la doxorubicine va partir du liposome. Donc, ça va être la première question que je vais aborder. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu d'une application très spécifique en thérapie photodynamique.
Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure que pour observer une luminescence des lanthanides, il nous faut une antenne. Donc, c'est un chromophore qui est capable d'absorber la lumière, qui va transmettre cette énergie sur le lanthanide. Et c'est comme ça qu'on peut observer une émission luminescente du lanthanide. En fait, l'excitation directe du cation de lanthanide extrêmement difficile ne se passe pas très, très facilement, donc il faut toujours cette entité d'antenne. En fait, ça nous a donné l'idée d'exploiter ce phénomène pour suivre l'intégrité des liposomes, par exemple dans un milieu biologique, parce qu'on peut imaginer que dans la couche lipidique, on intègre un complexe amphiphile qu'on peut faire très facilement de lanthanide. Et dans cette même couche lipidique, on va également intégrer une antenne qui sera une petite molécule chromophore. Et tant que cet ensemble est ensemble, il peut y avoir transfert d'énergie sur du lanthanide à partir du chromophore. Une fois le liposome n'existe plus parce que ça se détruit, on va observer la disparition de ce signal de luminescence. Et en fait, ce principe a été validé il y a déjà quelques années. Ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on peut aller bien plus loin parce que nous avons vu encore une fois ce matin l'importance de ces nanomédicaments. Il se trouve que dans les principes actifs qui sont incorporés dans ces liposomes, par exemple, il y en a beaucoup qui ont des structures aromatiques très étendues. Donc, on s'est posé la question, est-ce que ces molécules elles-mêmes pourraient fonctionner en tant qu'antenne pour la sensibilisation des lanthanides? Donc, nous avons créé des liposomes qui intègre encore une fois un complexe d'ytterbium. Donc l'ytterbium, c'est un cation qui va émettre dans le prochain infrarouge, très intéressant pour une détection biologique, donc qui intègre ce complexe-là, mais également la doxorubicine. Donc encore une fois, si la doxorubicine est capable de sensibiliser le lanthanide, dans ce cas-là, la luminescence détectée pour un tel système est toujours une preuve directe de l'intégrité de la particule, de la présence de la doxorubicine dans la particule. Quand la doxorubicine est relâchée, il n'y aura plus de luminescence. Donc, c'est ce que nous avons essayé de voir. Et, la première preuve, en effet, quand on prépare de telles nanoparticules, en excitant sur la bande du doxorubicine, on peut très bien récupérer le signal d'émission de luminescence du lanthanide. D'ailleurs, on peut même faire des particules multicolores en intégrant plusieurs lanthanides dans le même liposome. Et on peut aller plus loin parce que ce n'est pas que le doxorubicine, mais il y a d'autres molécules anticancéreuses ou d'autres qui sont en tout cas intéressantes pour la nanomédecine qui peuvent également sensibiliser la luminescence des lanthanides. Donc, la présence du médicament est nécessaire, mais permet l'observation de la luminescence du lanthanide. Donc maintenant, si on détruit la particule, il n'y a plus de doxorubicine autour du lanthanide. On va effectivement perdre ce signal de luminescence. Donc ça sera la deuxième étape où on peut démontrer que cette perte est liée au départ du médicament de la nanoparticule. Il y a aussi une autre question extrêmement importante quand on veut utiliser la luminescence des lanthanides. C'est des fluorophores qui ont des rendements quantiques extrêmement faibles, comme vous voyez ici. Donc, ce qu'on nous pose toujours comme première question, est-ce que vous arrivez à détecter ces systèmes en milieu biologique? Donc, c'était vraiment une preuve de concept extrêmement importante que nous avons faite il y a quelques temps, où
nous avons injecté ces liposomes contenant l'iterbium et la doxorubicine dans des souris vivantes et nous avons pu détecter, comme vous voyez ici, sous un macroscope. Donc un macroscope, c'est une imagerie optique du petit animal. C'est une détection optique, mais en grand, ce n'est pas un microscope, mais on regarde l'ensemble de l'animal. Et donc ici, c'est la région de la tumeur dans laquelle nous avons injecté ce liposome contenant la doxorubicine, comme vous voyez ici. On a pu, avec un équipement commercial, on a pu détecter ce signal qui montre que effectivement, il sera possible de développer plus loin cette méthodologie, puisqu'on peut détecter ce signal qui devrait être très faible par son rendement quantique, mais on peut le détecter en milieu in vivo dans la souris. La deuxième partie de ce chapitre concerne une autre thématique qui est la thérapie photodynamique. Donc, comme vous savez, c'est une technique thérapeutique où on a besoin de la lumière, un photosensibilisateur, de l'oxygène. Et quand les trois sont ensemble, ça va produire des rosses qui vont détruire des cellules. Donc, c'est la base de la thérapie. Le problème de la PDT, c'est que c'est fortement limité au tissu superficiel puisque la lumière ne va pas traverser un tissu en profondeur. Encore une fois, les lanthanides peuvent être d'une grande utilité puisqu'ils ont une propriété qui s'appelle luminescence optique suite à une excitation par rayons X. Donc, ça veut dire que suite à une radiation par des rayons X, ils vont émettre une lumière. Et, notre idée était d'autres aussi se sont intéressés aussi à cette problématique. Donc, on peut utiliser cette lumière émise par le lanthanide pour l'excitation du photosensibilisateur. Alors, pour ça, il faut encore une fois que ces deux unités soient très proches l'une de l'autre. C'est pour ça que nous avons voulu essayer d'utiliser des liponanoparticules sur lesquelles nous avons eu déjà une certaine expérience. Il est évident que, dû au fait que les rayons X passent le tissu sans limitation de profondeur, ça ouvre vraiment un autre champ d'application de la PDT puisqu'on ne sera plus limité par la pénétration de la lumière à travers les tissus. Donc, nous avons construit des micelles qui incorporaient un photosensibilisateur qui est l'hypericine. Et donc, on peut suivre par les propriétés optiques de l'hypericine son intégration dans ces micelles. Quand ces micelles sont exposées à une irradiation par des rayons X, on observe effectivement un spectre d'émission de l'europium dans ce cas-là. Il se trouve que évidemment, ça a été choisi exprès. Donc, une bande d'émission superpose parfaitement la bande d'absorption de notre photosensibilisateur. Donc, on pourra exciter directement le photosensibilisateur par cette lumière émise par l'europium. Et en fait, ici, je vous montre simplement la détection de la production de l'oxygène singulier suite à une irradiation de ces micelles qui montre très clairement que même si, encore une fois, le système n'est sûrement pas super optimisé, mais on peut démontrer une preuve de concept que dans ces nanoparticules, il est tout à fait possible de générer l'oxygène singulaire à travers une excitation par des rayons X qui vont engendrer une émission du lanthanide qui va, elle, exciter le photosensibilisateur.
Je ne sais pas si, j'espère que j'ai encore quelques minutes, 5 minutes, je vais terminer. J'aimerais vous parler un petit peu de cette initiative de remplacer le gadolinium par un métal qui est plus biocompatible. Donc, depuis l'introduction des agents contraste, on estime à 300-400 millions le nombre d'injections qui ont été faites à travers le monde. Mais il se trouve qu'à partir de 2007, dans des cas très spécifiques, vraiment, je ne veux pas effrayer le public en disant que les agents contraste ne sont pas assez safe, parce que c'est pas vrai, parce que certes, il y avait des problèmes dans des patients qui avaient une élimination rénale extrêmement lente, qui faisait que le gadolinium en fait stagnait dans le corps. Et dans ces cas, effectivement, il y avait une maladie qui était très vite associée à l'injection du gadolinium. Ces patients sont aujourd'hui complètement exclus des injections par des agents contrastes. Aussi, des techniques analytiques évoluent à un tel point qu'aujourd'hui, dans certains patients, on peut détecter aussi le gadolinium dans le corps suite aux injections, même si c'est de toute petite quantité sans aucune toxicité associée. Mais en tout cas, tout ça fait qu'il y a vraiment une tendance à vouloir remplacer le gadolinium par quelque chose qui serait mieux, qui serait plus biocompatible. Et pour ça, très clairement, le manganèse est le premier choix parce que c'est un élément essentiel et aussi parce que ses propriétés de relaxation sont presque aussi bonnes que celles du gadolinium. En parenthèse, je ne vais pas en parler, mais le manganèse a aussi un isotope qui est très intéressant pour l'imagerie PET. Les deux ensemble font que le manganèse représente aujourd'hui le métal unique qui pourrait permettre, avec exactement le même métal, une détection en IRM et aussi en PET. Mais dans des concentrations nécessaires pour l'IRM, il faut malgré tout, même si c'est un métal essentiel, il faut complexer le manganèse, si possible dans des complexes qui soient très stables et qui soient aussi cinétiquement très inertes, tout en ayant une molécule d'eau, parce que ça sera très important pour une bonne efficacité IRM. Donc là, je vous montre simplement les deux grandes familles qui sont aujourd'hui très utilisées ou sont proposées pour ces applications. Dans les deux cas, même si on ne détecte pas de toxicité directe, on peut encore certainement améliorer la stabilité et surtout l'inertie cinétique. C'est là-dessus où nous nous sommes focalisés en collaboration avec Loïc Charbonnière et Aline Nona de Strasbourg il y a quelque temps, en essayant de regarder les complexes bispidines. Donc, des bispidines, ce sont des molécules bicycliques qui ont une préorganisation structurale vraiment extrême. C'est une rigidité qui va vraiment déterminer les propriétés de coordination de façon extrêmement importante. Donc, nous avons étudié toute une série de molécules. Je vais essentiellement parler de celles-là. Il faut savoir que, donc, comme je dis, c'est des structures extrêmement préorganisées. En plus, la taille de cette cavité est parfaitement adaptée au manganèse, ce qui fait que la stabilité thermodynamique que nous avons étudiée ici est assez correcte, mais la chose la plus importante concerne plus l'inertie cinétique. En fait, l'inertie cinétique, c'est la rapidité ou la lenteur avec laquelle le complexe peut lâcher ou pas son métal. C'est extrêmement important. C'est la transméthylation, donc on ne veut pas libérer le métal libre.
Si on regarde ces résultats en fonction du pH, donc transméthylation avec le zinc, c'est un protocole très classique. À pH 6, notre chélaton ne lâche pas le métal. Là, je vous souligne simplement que l'échelle, c'est en jours. Donc ici, on est à 6 mois d'expérience. Donc pendant 6 mois, on n'observe pas mais du tout de relâchement du métal de ce complexe, alors que les deux meilleurs candidats pour la complexation du manganèse ont un temps de demi-vie de 0,3 heures ou 54 heures. Donc c'est vraiment, dans la chimie du manganèse, c'est vraiment un résultat exceptionnel qui est simplement du jamais vu jusqu'ici. Et encore une fois, c'est lié au fait que ces bispidines représentent une cage parfaitement adaptée à la coordination du manganèse. En plus, ce complexe-là a également des propriétés de relaxation très intéressantes. Donc, nous l'avons amené dans les études précliniques sur la souris. Ça montre aussi une clearance rapide par les reins, qui est aussi très intéressant. Et, nous sommes vraiment convaincus que les bispidines représentent une famille avec un grand potentiel pour le développement des complexes de manganèse. Donc, pour terminer, j'espère que vous êtes tous convaincus que la chimie de coordination et de façon générale les complexes métalliques sont très intéressants pour le développement de divers types d'agents d'imagerie, que ce soit en IRM ou en imagerie optique ou encore en theranostique. À la fin, je souhaiterais remercier mon équipe au CBM, nos collaborateurs au CBM, mais aussi ailleurs en France ou dans d'autres pays. À vous pour votre attention. Merci.